Bienvenue à l'atelier de formation sur les pratiques pédagogiques innovantes. Cette formation fait suite à la révision des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC engagés dans la réforme licence, master, doctorat et en particulier des institutions d'enseignement supérieur et universitaire du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PEC-PSU ainsi. Mesdames et messieurs, cet atelier n'a nullement la prétention d'apprendre aux chevronnés de l'enseignement que vous êtes comment enseigner à l'université, mais de vous aider à améliorer vos pratiques pédagogiques, notamment comment préparer vos enseignements à la lumière de la riche documentation curriculaire de la nouvelle offre de formation et surtout comment vous aider à diversifier vos méthodes pédagogiques et comment présenter vos contenus de manière à prendre en compte la diversité et les styles d'apprentissage des apprenants, ce qu'on qualifie habituellement de la pédagogie inclusive. L'atelier sera animé principalement par notre consultant international, le professeur émérite à l'Université de Moncton, Prof. Kaboulé Wetuweva, qui sera assisté par M. Martin Makumbu, le chef opérationnel du volet enseignement supérieur du projet PEC-PSU. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le LMD, loin d'être un simple changement des concepts, est un véritable changement des paradigmes d'apprentissage, d'enseignement, de gestion et de pilotage du système éducatif. Ne dit-on pas que le LMD, c'est apprendre, enseigner, gérer et piloter autrement. Les buts implicites de ces ateliers, c'est justement de donner du contenu à l'expression enseigner autrement. En effet, à quoi servirait la réforme LMD si on doit continuer à faire les choses comme on l'a toujours fait? C'est-à-dire, par exemple, continuer à dicter les contenus, à vendre des syllabus, et à privilégier l'acquisition des savoirs savants en lieu et place des savoir-faire qui conduisent à des réelles compétences. Bref, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Exposé a pour but de nous donner le condensé de la nouvelle offre de formation de la licence en sciences agronomiques, en abrégé LSA. Eh bien, elle est structurée autour de 5 points, notamment la structure générale de l'offre de la licence en sciences agronomiques, les compétences transversales de la personne à former, les compétences spécifiques des différentes mentions, le format de la maquette et l'annuaire alphabétique des descripteurs des unités d'enseignement. Structure générale de la licence en sciences agronomiques et perspectives d'avenir. L'offre de formation, la nouvelle offre de formation LSA est structurée en plusieurs mentions. Nous avons entre autres mentions l'agroécologie, nous avons la gestion du sol, eau et assainissement, nous avons la gestion de la biodiversité et nous avons l'agroéconomie ainsi que d'autres mentions qui viendront par la suite. Après cette première phase de la licence en sciences agronomiques, les comités curriculaires se lancera dans la conception de la nouvelle offre des différents masters, recherche et professionnels.
Après cette étape de master, qui va durer 2 semestres, ce qui donne 300 crédits, si on ajoute les crédits de la licence, et après, on se lancera dans l'offre du cycle de doctorat. Donc voilà la structure générale de l'offre de formation. Il faut dire qu'à cette première étape, seule la licence a été développée et donc le corps enseignant, plus précisément le comité curriculaire, est invité à pouvoir réfléchir sur les différents masters pour compléter l'offre ainsi que l'offre de doctorat. Passons maintenant à la définition des compétences de cette offre. Quel est le profil d'homme qui sera formé à la faculté des sciences agronomiques? Quelles sont les compétences que cet homme devrait avoir? Avant de décliner les différentes compétences, il est nécessaire de pouvoir parler de la compétence. Quel est l'entendement de la compétence au sens de l'offre LMD? Eh bien, une compétence, c'est tout simplement une combinaison des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Il faut dire que les systèmes LMD, c'est un système basé sur l'approche par compétence. Donc, le terme compétence est au cœur du développement du système LMD. Et il faudrait que nous puissions avoir tous la même compréhension du terme compétence. Nous disons que c'est une combinaison minimum de 3 savoirs. Les savoirs savants, en des termes simples, la théorie. Ça, c'était le point fort de l'ancien système. L'ancien système était un système très fort en théorie. Mais à côté de la théorie, il faut rajouter les savoir-faire, autrement dit, les aptitudes. Donc ça, c'est une grande innovation. Le LMD nous demande non seulement de privilégier les savoirs, mais également de pouvoir insister sur l'acquisition des savoir-faire, c'est-à-dire des aptitudes, la pratique donc. Et après, les LM2 nous recommandent d'aller plus loin, d'y intégrer les savoir-être. Ça, c'est très important. On a toujours dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais cette expression dans l'ancien système n'est restée qu'un simple slogan. Mais dans le LMD, nous voudrions donner du sens à l'acquisition des savoir-être, c'est-à-dire des bonnes attitudes, de bonnes postures pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Ainsi, il n'est pas envisageable qu'on puisse former un intellectuel, un ingénieur agronome qui ne puisse pas posséder les valeurs de la République. Donc, nous intégrons les savoir-être dans la formation. Quelles sont les compétences de la personne qui sera formée à la faculté des sciences agronomiques? C'est à cette question que nous tentons de répondre. Et d'ores et déjà, nous devons dire que ces compétences sont classées en 2 grandes catégories. Quelles sont ces 2 grandes? Il y a des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences qui concernent toutes les mentions. Que vous soyez en agroécologie, que vous soyez en n'importe quelle autre mention, eh bien, vous êtes concerné par ces compétences. Ensuite, il y aura des compétences spécifiques à chaque mention, qui diffèrent d'une mention à une autre. Alors, passons tout de suite aux compétences transversales. Voici la personne qu'on doit former. Il a une grosse tête et cette tête est bourrée de connaissances en matière des écosystèmes. Alors, quelles sont ces compétences? Première compétence, ça doit être un communicateur. Il doit communiquer sur l'exploitation agricole en français et en anglais.
Ça, c'est une première compétence. Deuxième compétence, la personne que nous formons ici, c'est un entrepreneur. Il doit entreprendre des activités génératrices de revenus et il doit être formé pour atteindre cette compétence. Troisième compétence, c'est quelqu'un qui doit assurer les contrôles qualité en agronomie, en gestion de ressources naturelles renouvelables et en développement durable. Quatrième compétence, cette personne qui sera formée devra être capable d'intégrer la protection de l'environnement dans la chaîne de traitement agricole. Cinquièmement, ça doit être une personne capable d'évaluer la viabilité, la vivabilité, bref, la durabilité d'un projet. Sixième compétence transversale, cette personne qui sera formée à la faculté des sciences agronomiques, désormais, devra être capable de mobiliser les connaissances des sciences de base en agronomie et en gestion de ressources naturelles renouvelables. Et enfin, ça doit être quelqu'un qui sera capable de développer sa personnalité en innovant et en s'auto-formant. Donc, c'est un innovateur. C'est quelqu'un qui met à jour régulièrement ses compétences. Voilà, 7 compétences à caractère transversal. Maintenant, il faut entrer dans chaque mention et chaque mention a quelques compétences spécifiques. Nous commençons par l'agroécologie. Eh bien, en agroécologie, la personne devra en plus être capable d'exécuter les activités de production animale, végétale et piscicole dans une approche intégrée. Cette personne devra être capable de développer des synergies agriculture-élevage dans une production agricole. Et enfin, la personne qui est formée en agroécologie doit être capable d'exécuter les opérations de transformation et de conservation de produits agricoles. Passons maintenant à la gestion du sol, eau et assainissement. En plus de cette compétence, la personne devra être capable d'exécuter les opérations d'aménagement, d'exploitation, de transformation et de valorisation et de restauration de ressources de sol dans une approche intégrée. En plus, il devra être capable d'exécuter les opérations d'aménagement, d'exploitation, de transformation, de valorisation et de restauration des ressources en eau dans une approche intégrée. Quant à la gestion de la biodiversité, la personne va ajouter une compétence, celle d'exécuter les opérations d'aménagement, d'exploitation, de transformation, de valorisation et de restauration des ressources forestières dans une approche intégrée. Et enfin, la personne qui va faire l'agroéconomie va ajouter aux 7 compétences transversales une compétence dans l'analyse de la rentabilité socio-économique de projets agricoles dans une perspective durable. Il devra en plus être capable d'exécuter des opérations d'aménagement, d'exploitation, de transformation, de valorisation et de restauration de ressources en eau dans une approche intégrée. Et enfin, la personne qui fait l'agroéconomie est capable d'élaborer un business plan. Voilà. Maintenant, nous passons au format des maquettes. Eh bien, la maquette LMD répond à la question de savoir quels sont les différents cours ou pour rester dans le jargon LMD, quelles sont les différentes unités d'enseignement qu'il faut aligner au programme pour atteindre les différentes compétences que nous venons de décliner tout
tout à l'heure, que ce soit les compétences transversales ou les compétences spécifiques. Alors, ça se présente généralement sous forme d'un tableau avec plusieurs colonnes. Dans la première colonne, vous avez les codes des unités d'enseignement. Dans la deuxième colonne, vous avez les intitulés, les titres des unités d'enseignement. Dans la troisième colonne, vous avez les éléments constitutifs des unités d'enseignement. Dans la quatrième colonne, on donne le nombre d'heures de cours magistral interactif, c'est-à-dire le temps de face à face entre l'enseignant et ses étudiants. Et la cinquième colonne donne les heures, le nombre d'heures des travaux pratiques. La sixième colonne donne le nombre d'heures des travaux dirigés. Et la septième colonne donne le nombre de crédits des éléments constitutifs. La dernière colonne donne enfin le nombre de crédits des unités d'enseignement. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la structure du code. Chaque unité d'enseignement est codifiée avec un code à 6 positions, dont 3 positions sont alphabétiques et 3 positions sont numériques. Alors, les 3 positions alphabétiques nous donnent le code alphabétique du département qui offre cette unité d'enseignement. Et les 3 derniers chiffres donnent le code numérique de l'unité d'enseignement. Dans ces 3 chiffres, vous avez le premier chiffre qui indique les niveaux de l'unité d'enseignement. À quel niveau de formation ou du cursus cette unité d'enseignement est-elle offerte? Est-ce que c'est en L1, en L2 ou en L3? Le dernier chiffre indique le numéro d'ordre de l'unité d'enseignement au sein du département, parce que chaque département devra avoir une liste des unités d'enseignement qu'elle offre en interne ou en externe. En interne, c'est-à-dire au département même, en externe, c'est-à-dire en dehors du département. Et le deuxième chiffre peut comporter 3 valeurs. Si c'est 0, ça signifie que c'est une unité d'enseignement offerte en interne. Si c'est 1, c'est une unité d'enseignement des stages. Et si c'est 9, c'est une unité d'enseignement exportée. Alors, avec cette définition du code, nous pouvons prendre un exemple. Quand vous voyez ZOT 202, eh bien, cela signifie simplement, c'est le deuxième cours, c'est le 2 ici, deuxième cours offert par le département des zootechnies. À quel niveau? Au niveau de la licence et au sein même du département. Alors, après la maquette, nous passons à l'annuaire alphabétique des descripteurs des unités d'enseignement. Eh bien, c'est le deuxième volume qui est un guide méthodologique des différentes unités d'enseignement qui sont contenues dans la maquette. Ces guides méthodologiques nous précisent le type de l'unité d'enseignement, les crédits de l'unité d'enseignement ainsi que les éléments constitutifs de l'unité. Il précise les objectifs et les contenus, les compétences à développer, les approches pédagogiques et les modalités d'évaluation.